Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à l'espace Jacques Brel. C'est dans un dispositif quelque peu inédit, dans ce salon reconstitué convivial. Un mot qui nous a peut-être un peu échappé sur cette année 2020 qui vient de se terminer, que nous avons décidé de présenter les vœux, monsieur le maire Jean-Philippe Gautret, aux Fontenaisiens et aux Fontenaisiennes. Bonjour. Bonjour à vous. Alors c'est un peu une année inédite qui vient de se terminer. Très particulière, marquée par la crise sanitaire sans précédent. Et pour commencer, je voudrais avoir une pensée particulière pour toutes les Fontenaisiennes et Fontenaisiens qui ont été touchés durement par la crise, et notamment ceux malheureusement qui ont perdu un membre de leur famille. Et on sait que beaucoup de familles ont été touchées, à Fontenay comme ailleurs, par cette crise sanitaire sans précédent dans l'ère postmoderne, et pour lequel il a fallu qu'on s'adapte. Oui, effectivement, parce que cette crise, je le disais, elle est inédite par son ampleur, mais aussi par la manière dont elle nous a tous touchés, à la fois dans sa dimension sanitaire, bien sûr, mais économique. Mais elle a aussi révélé la solidarité dont les Français, les Fontenaisiens, les Fontenaisiennes sont capables. J'imagine que vous avez mis beaucoup de choses en place durant cette année. La solidarité, c'est l'ADN de cette ville. Il y a eu des initiatives extraordinaires, à la fois de la population, des associations, des individus eux-mêmes. On y reviendra tout au long de cette émission avec des acteurs de la vie locale qui ont participé à des élans de solidarité extraordinaires. Je pense au bénévolat dans les EHPAD, je pense aux associations qui ont œuvré pour donner à manger à ceux qui n'avaient plus à manger. Et puis je pense évidemment aux services publics, et je voudrais avoir un mot particulier, les remercier chaleureusement, tous les agents du service public qui ont donné comme jamais pour faire en sorte que nous passions cette crise. Les collectivités locales ont été en première ligne. Ouais, ça a été le socle effectivement en fait, qui a permis à notre société de tenir finalement. C'est premier de corvée. Premier de corvée du service public, bien sûr. Mais pas que. J'oublie pas les éboueurs, j'oublie pas les caissières, les commerçants, tous ceux qui ont permis de faire en sorte que la vie continue autant que faire se peut dans un moment où le temps s'est arrêté pendant 2 mois. Mais oui, effectivement, le service public de proximité, les communes ont été en première ligne. Et je dois dire que sans les agents du service public, qui souvent on les prenait pour des privilégiés, des feignants, pendant cette crise, on a bien vu que, en premier lieu d'ailleurs, les infirmiers, tout le milieu hospitalier, les médecins. Les soignants qu'on a applaudis à 20h pendant le premier confinement, tous les soirs. Qu'on a applaudi, mais qu'on n'applaudit plus. Et il faut se poser la question, finalement, comment on retrouve l'esprit de solidarité qu'on a vécu pendant ce confinement, parce que toute crise nous permet d'apprendre. Et je crois que ce qu'on doit retenir de cette crise, c'est finalement, il peut y avoir de la solidarité même quand c'est dur. Et en ville particulièrement, quand il y a de l'isolement, on se rend compte qu'on peut se serrer les coudes, on sait faire, et c'est tant mieux. Et puis un service public qui sait s'adapter. En moins de 2 jours, on a su mettre en place des téléconsultations, par exemple, dans nos centres de santé, pour faire en sorte de pallier au fait qu'il ne fallait pas se déplacer ou éviter de se déplacer si on n'avait pas le Covid. Donc vous le voyez, on est capable de bien faire, de s'adapter, de répondre aux besoins des habitants. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est comment réussir à être agile, à s'assouplir, à réinterroger notre manière de fonctionner. Tous collectivement, on a toujours tendance à dire que l'État est boursouflé, que effectivement les services publics c'est lourd, etc. Mais en fait, ça a bien démontré que tout cela est possible. Et on a réinterrogé un peu nos représentations, nos clichés. Alors, tout est possible. Le quoi qu'il en coûte du président de la République, nous on l'a fait, sans aide de l'État. Nous n'avons pas d'aide de compensation. C'est plus d'1,5 million que nous avons dépensé au service des Fontenaisiens. C'est vrai sur des paniers d'aide alimentaire, c'est vrai sur le renfort pour les aides à domicile, c'est vrai pour tout un certain nombre de choses qu'on a pris à notre charge pour faire en sorte de pallier à la crise. Et c'est pas de l'argent magique là pour le coup. C'est pas de l'argent magique. Alors nous on a un mode de développement assez spécial à Fontenay. D'abord on a une ville assez mixte et puis surtout on s'appuie sur le développement économique du Val de Fontenay qui nous permet finalement les ressources du capitalisme nous permettent de financer le service public. On est assez pragmatique dans cette ville et je crois que ce qu'on peut espérer pour 2021 puisque aujourd'hui je dois aussi souhaiter mes vœux, c'est qu'avant tout on ait des vœux de santé, qu'on passe un cap et puis surtout des vœux de fraternité, qu'on puisse retrouver du lien social, ce qui fait d'ailleurs largement cette ville. Il y a énormément d'initiatives d'habitude, notamment au mois de janvier. Et ce qu'on a besoin, c'est de retrouver de la fraternité, du lien essentiel, du vivre ensemble,
dont en ce moment on manque beaucoup. Et donc je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour échanger, même si c'est dans un moment particulier, mais pour valoriser tous ceux qui ont participé à la vie locale et à essayer de lutter contre cette crise sanitaire sans précédent. Et justement, on va en rencontrer des gens qui ont fait vivre Fontenay durant cette année et que vous avez souhaité justement mettre à l'honneur un peu plus tard. Vous avez parlé de fraternité, vous avez parlé de solidarité, mais j'imagine aussi qu'en 2020, la vie a quand même continué malgré tout à Fontenay. Il n'y a pas eu que cette crise sanitaire. En quoi cette année a été marquante ? D'abord, il y a eu des élections. Pendant 3 mois, j'ai rencontré des centaines de gens extraordinaires. Et puis, du jour au lendemain, blackout. Alors, heureusement, la confiance des Fontenaisiens nous a été renouvelée largement. Et on en est très heureux. Et malgré la crise, j'ai envie de dire que pour nous, la petite étincelle politique, c'est celle d'avoir gagné. Et on a avec une équipe renouvelée. Avec une équipe jeune, dynamique, renouvelée à 40%, avec une ambition de porter ce qui en fait fait un peu notre particularité, c'est une ambition de solidarité, on l'a vécu pendant la crise fortement, une ambition d'écologie, d'avoir une ville qui finalement, et la crise aussi l'a révélé, de continuer cette ville un peu à la campagne. Fontenay, c'est un peu la ville au cœur de la métropole, à 20 minutes du centre de Paris, et en même temps, il y a des endroits où on se sent, dans beaucoup d'endroits, on se sent en pleine nature, à la campagne. C'est 53 000 arbres, plus d'un arbre par habitant, c'est des espaces verts un peu partout. Il y a un côté parfois bucolique dans cette ville. Et ça, c'est des choses qui nous fascinent. Et puis la démocratie, même si ça a été difficile, on essaye de faire tout le contraire de ce que fait le président de la République, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas être dans le Conseil de défense, de ne pas confiner la démocratie, mais y compris avec les moyens numériques comme on le fait ce soir, d'essayer de continuer à faire partager la démocratie. On a fait partie des premières villes de plus de 50 000 habitants à diffuser nos conseils municipaux en direct sur Internet et sur Facebook. Beaucoup s'y sont mis pendant la crise sanitaire, mais nous, ça fait déjà 10 ans qu'on le fait. Et en quoi c'est important justement d'être dans la participation et de sortir de cette dimension descendante de la démocratie locale ? Il y a des choses on a des partis pris, on a été élus sur un programme, et donc les gens ne sont pas surpris du programme et des engagements qu'on a pris. Et en même temps, il faut faire partager parce qu'on n'a pas raison tout seul. Et donc, il faut faire en sorte que c'est un alliage entre démocratie représentative et participation au quotidien des habitants pour expliquer, pour faire de la pédagogie, et puis pour faire en sorte que ça marche, parce que parfois on a des idées arrêtées sur un certain nombre de choses, parfois on se trompe, et c'est mieux en mettant les gens autour de la table et en trouvant des solutions avec eux. Et comment on fait ? Alors concrètement, un Fontenaisien ou une Fontenaisienne qui a envie de participer à la vie locale, à la démocratie locale, quels sont les leviers ? Alors déjà, il y en a un qui n'est pas lié à la ville, nous on aide, c'est d'aller dans les plus de 500 associations de la ville, nous on les soutient, on aide à ça, mais c'est l'initiative individuelle et ça marche super bien. Mais il y a aussi nos dispositifs de démocratie locale, les conseils de quartier qu'on est en train de revisiter, quartier par quartier, le référendum d'initiative locale, qui était une demande d'ailleurs forte, initiée dans le cadre du débat sur les Gilets jaunes, évidemment, qui était une crise majeure de la démocratie. Bien sûr. Crise sociale, mais crise de la démocratie extrêmement importante. Et puis la remise en place de commissions municipales sur des thèmes, par exemple sur les projets urbains, comment on fait partager les nombreux projets urbains de cette ville, puisqu'on est aussi une ville attractive, une ville dynamique, et donc on a beaucoup de projets urbains. On a un projet urbain de renouvellement urbain à la Redoute, par exemple, à proximité de ce quartier. On a les travaux du théâtre qui ont démarré en 2020, et en 2021, les travaux du nouveau centre de santé, de la nouvelle médiathèque, vont démarrer tout en requalifiant un nouveau quartier en cœur de ville. C'est un des exemples parmi tant d'autres, mais c'est aussi la poursuite du développement économique malgré la crise. Mais on va croiser les doigts, en tout cas on se bat pour qu'à Fontenay ça se poursuive, autour de Val-de-Fontenay, qui doit permettre de continuer de dynamiser la zone d'attraction de l'Est parisien, puisque, vous le savez, on n'est peut-être pas d'ailleurs le premier pôle de développement économique de l'Est parisien. Mais vous avez évoqué justement alors les travaux de la médiathèque, le théâtre, mais et ces espaces verts, en fait, un nouveau qui se crée, la rénovation urbaine. Il y a aussi des installations qui ont été mises en œuvre pour un public qui est très touché par cette crise-là et qui a certainement pu en profiter. C'est les city-stades, les street workouts pour les plus jeunes. On est assez attentif à comment on travaille à l'espace public. Par exemple, on fait partie des rares villes où il n'y a pas de résidentialisation. On ne ferme pas les espaces autour des immeubles. D'ailleurs, dans le grand ensemble, on a 600 000 m² d'espaces verts publics qui nous appartiennent et qu'on a sanctuarisés dans notre PLU, donc on ne peut pas construire dessus. Donc c'est beaucoup d'entretien, c'est un choix politique, mais que nous assumons. Et en parallèle, il y a d'autres espaces publics qui n'avaient pas de fonction.
en discutant avec les jeunes notamment, dans les consultations qu'on a faites de démocratie locale il y a 2-3 ans, était venue la question des usages. Et donc on a recréé un city-stade, un endroit pour faire du sport, des espaces de street workout qui permettent de faire du sport dans l'espace public. Et au moment où la crise sanitaire ferme les salles de sport, c'est plutôt bienvenu. C'est très bienvenu, ça permet à des jeunes Ouais. de faire du sport dehors et de ne pas savoir quoi faire dans l'espace public. Mais c'est vrai aussi sur l'ambition qu'on veut poursuivre de transformer le rapport à l'espace public. Ce qu'on voudrait, c'est par exemple partager mieux l'espace, partager mieux le rapport voiture, piéton, cycliste, revégétaliser certains espaces qui sont pas très avenants, très urbains, très bétonnés, très goudronnés, Ouais. en les revégétalisant, notamment dans la partie plus dense de la ville, qui est la partie ouest, la plus construite, plus ancienne, qui nous permettent de retrouver un rapport à la ville, un rapport à la nature plus agréable et plus apaisé, parce qu'on a l'habitude de dire qu'on vit dans une ville paisible. Paisible, mais moi ce que j'entends derrière ça, c'est qu'il y a peut-être aussi l'idée d'une ville qui se veut résiliente dans un moment de crise. On sait à quel point les franciliens notamment, enfin tous les gens qui vivent en zone urbaine ont quitté pendant la crise sanitaire, au début du confinement, les villes pour aller à la campagne, considérant qu'en fait elles devenaient de plus en plus invivables, qu'elles devenaient de plus en plus bétonnées. On est tous à la recherche d'un espace vert à moins d'1 kilomètre de chez soi. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de faire en sorte de mettre en place une ville résiliente, une ville accueillante, une ville vivable. Complètement, mais c'est pas simple. Une fois qu'on l'a dit, il faut le faire vivre. Alors, je parle pas de rien, mes prédécesseurs avaient beaucoup travaillé cette question-là, puisqu'on a été très innovants sur la question, notamment sur la bataille des transports publics, parce que dans la ville résiliente, c'est comment on est à peu près à moins d'un quart d'heure d'un certain nombre de centralités. Et je crois que globalement, on est déjà un gros pôle de transport, hein, deuxième gare d'Île-de-France hors Paris après la Défense, et c'est pas fini, puisqu'on devrait avoir la ligne 1, le prolongement de la ligne qui devrait arriver. Ça passe à l'enquête publique en 2021. On devrait avoir la ligne 15 Est, dont les travaux vont démarrer dans 2 ans, ce qui est très positif. Mais le tramway T1. De rendre la ville encore plus attractive et potentiellement encore plus dense. Pas forcément. C'est ce qu'on travaille et ce qu'on a travaillé dans le plan local d'urbanisme avec les habitants. Nous, ce qu'on a mis dans notre PLU, c'est qu'à horizon 2030-2035, la ville ne doit pas dépasser 58 000 habitants. Pour l'instant, on se tient. Vous regardez les 2 derniers recensements, on a perdu un peu d'habitants. Pas beaucoup, parce que ça voudrait dire qu'on ne serait pas attractif. Mais c'est aussi pour ça qu'on construit. On construit pour la solidarité, parce qu'on a beaucoup de demandeurs de logement qui ont besoin de se loger, parce qu'on veut que cette ville elle reste accessible à tous aussi. Comment on fait en sorte que les classes populaires, les classes moyennes puissent continuer à vivre en cœur de métropole. Une ville inclusive, mais aussi une ville où chacun se sente à sa place. Fontenay, c'est un peu une mini-France, où vous avez toutes les classes sociales. Des très très riches. J'ai fait BFM Paris, parce qu'il y avait 600 familles qui payaient l'ISF à Fontenay. Et puis on a des très pauvres. Et puis il y a tous ceux qui sont dans les interstices. On a des gens qui viennent de partout, d'Amérique du Sud notamment, d'Afrique, toutes les religions. Et comment on fait en sorte que chacun ait sa place, mais aussi dans l'espace public. Peut-être ce qu'a révélé la crise aussi, c'est qu'on pouvait vivre en ville, dans l'espace public. En région parisienne, on avait plutôt tendance à parler d'insécurité dans l'espace public. Ouais. Je crois que la crise elle révèle que finalement, on peut se sentir bien aussi dans l'espace public, mais il faut aussi aménager les choses différemment, de manière accueillante, inclusive, peut-être de manière résiliente, mais c'est pas simple, ça prend du temps. Ça prend du temps notamment sur comment on transforme l'espace public sur le rapport à la voiture. Ouais. Et ça prend du temps parce que le modèle, il est aussi lié à des enjeux économiques extrêmement forts. Donc on y arrive, on s'y est engagé fortement. C'est plus simple sur la question des espaces verts, de l'aménagement des espaces publics, puisque dans notre PLU, on a inscrit qu'il fallait développer les espaces verts encore plus. Et donc, la ville, depuis 5 ans, elle développe ces espaces verts et on en a de plus en plus. Alors parfois, ça nécessite qu'on négocie avec les habitants sur la densité de population, sur un territoire peut-être un peu plus haut à tel endroit, un peu plus de pavillonnaires à tel endroit. Voilà, ça veut dire qu'il faut travailler, d'où l'enjeu de la démocratie en lien avec les habitants pour faire en sorte que ce qui fait le côté atypique de l'urbanisme de cette ville et ce qui en fait qu'elle est une ville assez agréable, c'est qu'il y a différentes formes de la ville. Vous avez des pavillons, vous avez des maisons bourgeoises du 19e siècle, et puis vous avez des immeubles, des tours de cité HLM. Et c'est ça qui fait que cette ville, elle est sympa. C'est ça qui fait que cette ville est sympa, c'est ça aussi qui fait qu'elle est riche aussi de sa population. La dimension écologique, elle est quand même aussi au cœur aujourd'hui des attentes des Fontaisiens, des Fontaisiennes, mais des Français, des Européens. Et plus globalement, on a connu en fait ces dernières années notamment des grèves de collégiens, de lycéens pour le climat. Cette question-là, cette question de la ville
ville résiliente, cette question en fait, de l'écologie, comment vous pouvez vous projeter dans les années à venir au vu de ce qu'on est en train de traverser? Je rappelle que 2020 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. J'ai un exemple assez criant de ce que l'on fait à Fontenay en termes de politique publique qui à la fois permet l'éducation des enfants et en même temps prend en compte l'ensemble des dimensions de l'écologie, qui doit prendre en compte la question économique, la question sociale et la question inclusive. C'est la restauration scolaire. On est aujourd'hui reconnu au niveau national sur la qualité de notre service public, puisque c'est en régie publique. Restauration scolaire qui va dépasser les 60% de bio en circuit court. On est adhérent de la coopérative des agriculteurs bio d'Île-de-France, donc circuit court. On travaille la qualité des produits. On a des initiatives de sensibilisation auprès des enfants. Bref, on a une qualité dans l'assiette très forte. On travaille aussi, dans ce cadre-là, au circuit économique et au changement des circuits économiques. Donc ça, c'est important. Deuxième élément, on a une tarification sociale. Les 2 plus petits quotients familiales, c'est gratuit la cantine pour les enfants. C'est plus de 1500 enfants qui ne payent pas la cantine. Et donc c'est important, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Les familles dont les enfants ne mangeaient plus à la cantine, il y avait un problème économique pour manger à la maison. Et puis, il y a la question de l'inclusion. Et nous, on a mis en place, pour respecter les régimes alimentaires, notamment pour des raisons de santé, ceux qui ne veulent pas manger de viande, il y a des menus de substitution qui permettent à 90, 95%, voire 98% des enfants de manger à la cantine. Et en France, la culture collective, on se fait du lien, on crée ces réseaux autour de la table. Bien sûr. Quelle que soit la culture d'où qu'on vienne en France. Et donc, nous, on cherche à travers ça à travailler la transformation de la société sur cette question-là liée à la restauration et à ce qui finalement fait sens, fait du commun. Et on a besoin en ce moment de faire du commun autour de la restauration. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand on parle de transition écologique, aujourd'hui, je peux vous parler aussi par exemple de nos assiettes végétales, d'un petit producteur d'une PME du Forêt à côté de Saint-Étienne qui a travaillé une innovation. Voilà, on travaille des circuits économiques, de la sensibilisation sur l'assiette, autour finalement d'une question extrêmement importante qui est la question de la nourriture et de l'alimentation, très chère aux Français et qui est au cœur de la question de la transition écologique et notamment de comment on fait demain une ville plus résiliente, parce que ça pose la question, et je finirai là-dessus sur la question de la ville résiliente, ça pose la question de densité, notamment en Île-de-France. Je suis président du Forum métropolitain qui réfléchit sur les enjeux institutionnels de l'avenir métropolitain. On parlait d'urbanisme tout à l'heure. Où est-ce qu'on construit ? Il y a des demandeurs de logement, mais en même temps, où est-ce qu'on fait des espaces verts ? Et donc, il faut réfléchir à cet équilibre entre qualité de vie, préservation de l'environnement, et en même temps, il faut bien qu'on se loge. Parce qu'on est quand même dans la 6e puissance du monde, et il y a encore beaucoup de mal logés, et c'est un scandale. Nous, dans notre ville, on fait le pari de la solidarité, le pari que tout le monde doit avoir sa place en ville, et donc on continue de construire, y compris du logement social, parce que c'est important pour que chacun puisse avoir un toit et se loger décemment dans notre pays. Ce qui est fondamental, on le voit bien. Il y a aussi la question des équipements, pour revenir à cette question fondamentale des services publics. On sait à quel point ce besoin a été révélé aussi par cette crise. Quels sont les équipements à venir pour les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes dans les années à venir ? Ça me permet de préciser qu'on a des équipements extrêmement importants dans cette ville. Il y a des politiques publiques plébiscitées. Pourquoi je dis ça ? Parce que le projet phare du mandat à venir, qui va démarrer en 2021, c'est notre nouvelle médiathèque et nos nouveaux centres de santé, qui va regrouper les 2 centres de santé. La médiathèque, avec les centres de santé, c'est les équipements les plus utilisés en nombre de passages par les Fontenaisiens, pour plein de raisons différentes. La médiathèque, parce que c'est la culture, l'accès aux livres, parce que la culture dans cette ville, elle irrigue l'école notamment, que tout du petit au grand passe à la médiathèque. Et on voit bien, avec la crise sanitaire, on en reparlera tout à l'heure avec nos invités, que la culture, c'est un élément fondamental et essentiel, ce que je crois n'a pas compris le gouvernement, de ce qui fait sens et ce qui fait du commun dans notre pays. Et puis, le nouveau centre de santé, parce que c'est ce qui nous a permis, nous, dans cette ville, de mieux gérer la crise, avec une direction de la santé offensive qui a été partie prenante de l'organisation pour faire face à la crise. Je pense à la mise en place des centres de test et à la mise en place courant janvier du futur centre de vaccination qu'on aura à Fontenay, en lien avec l'ARS, les libéraux, les acteurs du territoire, si on a un jour les vaccins, puisque aujourd'hui il nous manque les vaccins, nous on est prêts, on s'est organisé logistiquement, on en reparlera aussi sur le sujet des EHPAD, mais on va commencer la vaccination dans les EHPAD cette semaine. Donc voilà, on s'est organisé. Et ces équipements, ces politiques publiques, elles sont essentielles pour ces 2 secteurs pas du tout les mêmes, la culture, la santé, mais qui vont demain
permettent de mieux vivre dans cette ville pour répondre à l'accès aux soins, qui est aujourd'hui priorité des Français, et l'accès à la culture, qui, pas dans le même secteur, est aussi une priorité des Français. Et notamment, on en a parlé tout à l'heure, pour faire du commun, mais surtout pour inclure. Plus on partage, plus on réfléchit ensemble, plus on a un monde et une ville apaisée. Et si vous aviez un vœu pour 2021 ? Vite retrouver des liens sociaux, rencontrer du monde. Vous savez, quand on fait de la politique, quand on est élu local, on rencontre plein de gens. Alors, il faut être curieux, il faut aimer les gens, mais je crois que ça se ressent dans mon sourire. Et ce qui manque le plus, c'est ça, c'est des relations. Alors, j'ai repris des permanences, je vois quand même quelques gens, mais c'est vrai que c'est une frustration énorme. Et puis, on a besoin d'avoir des moments sympas, de la fraternité. Je crois qu'il y a urgence à ce qu'on retrouve des moments de convivialité pour construire du nous, parce que j'en parle beaucoup ce soir, mais le nous, c'est extrêmement important. La vie en société, c'est la vie avec les autres. À Fontenay, nous savons l'importance d'être ensemble, de regarder vers un horizon commun, parce que cette ville est la nôtre, notre énergie, notre présent et notre futur. Parce qu'il est important de savoir douter, pleurer, tomber, puis se relever et repartir ensemble. Parce que la solidarité est notre ADN, nous savons tendre la main lorsque le besoin se fait sentir. À Fontenay, nous sommes attentifs les uns aux autres. Parce que plus que jamais, nous sommes conscients de la fragilité de notre planète, celle qui nous lie, celle qui nous rassemble. À Fontenay, nous voulons agir pour la protéger, pour nous protéger. Parce que plus que jamais, nous voulons prendre la parole pour aujourd'hui, pour demain, pour nos générations futures, pour que le monde que nous leur laisserons ne soit pas celui du chacun pour soi. Pour toutes ces raisons, pour toutes les autres, en 2021, voici ce qui nous unit. En 2021, plus que jamais, Fontenay. Alors on vient de l'entendre, solidarité, fraternité, donc ces valeurs qui sont portées par la ville, vous avez aussi souhaité avec l'équipe municipale les mettre en avant en créant un trophée de la ville il y a 3 ans. Et cette année, vous avez souhaité justement mettre en avant des Fontenaisiens et Fontenaisiennes qui ont fait beaucoup pour ces valeurs dont on parlait à l'instant. Le prix se matérialise par un tableau réalisé par les artistes de la Fonderie, le pôle de création artistique à Fontenay. Et la première personne que nous allons recevoir, c'est Magali Rino, directrice adjointe de l'EHPAD Hector Malot, au nom de tous les salariés de l'EHPAD et leur action pendant cette crise. On sait à quel point la gestion des EHPAD et les personnes âgées ont été au cœur de cette crise. Bonjour. Magali, on vous en prie, voilà ce tableau. Merci. Pour vous et au nom de tous les salariés en fait, que vous représentez. Allez, installez-vous, je vous en prie, on va mettre le tableau devant. Hop. Tenez, donnez-le-moi, on va le mettre là. Merci on va beaucoup. Faire en sorte que... Merci pour votre accueil. Merci à vous. Alors, racontez-nous un petit peu, Magali, comment ça s'est passé, l'entrée dans la crise au mois de mars ? Alors, avant toute chose, moi j'ai d'abord envie de dire que je suis ravie d'être ici. Oui. Et on est ravis que vous soyez là. Merci beaucoup. Et que c'est aussi au nom de toute l'équipe de direction, je pense que je suis ici, et pas uniquement moi, Magali Rino. Évidemment. Voilà, c'était un point important. Cette entrée dans la crise, elle a été violente et très effectivement soudaine. Je pense que pour la maison de retraite, comme pour l'ensemble des résidents et les familles, nous avons vécu un choc extrêmement brutal, avec peu de préparation, il faut le dire. Et une première période qui a été rendue compliquée essentiellement par le manque de matériel, puisque si on se réfère au début de l'année 2020, eh bien, l'ensemble de la France a connu l'absence de masques et l'absence de matériel. Pas de tests, voilà. Pas de blouse, ce qui fait que vous avez fait appel à la solidarité locale. Absolument. On a d'abord fait appel au sens pratique et à la bonne volonté de l'ensemble des agents de la maison de retraite, auxquels je rends hommage également ce soir, puisque ça me semble important également de les citer. L'ensemble des agents et des fonctionnaires et autres personnels qui travaillent à la maison de retraite ont été remarquables et ont su réagir. Et malgré l'absence de matériel, dans les toutes premières semaines, nous avons été finalement en capacité d'essayer de nous adapter.
Le deuxième point qui a été marquant, c'est effectivement cet appel que nous avons pu faire à la population de Fontenay en particulier, et des alentours aussi. Donc un appel aux bénévoles pour qu'ils puissent venir travailler avec nous, venir nous aider, puisque c'est ajouté très vite le problème du manque de personnel, les personnes étant elles-mêmes malades, à un moment donné contaminées, comme toute personne pouvait effectivement être contaminée par le Covid. Et donc tous ces bénévoles qui nous ont rejoints, peut-être plus d'une centaine de mémoire, nous ont permis de supporter au mieux cette phase qui fut très compliquée. La solidarité, à ce point, est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? J'ai pas été si surpris que ça, Ouais. mais j'ai quand même un souvenir en tête dans l'une des visites que j'ai fait assez régulièrement, puisque effectivement j'ai le souvenir, c'était l'angoisse sur le manque de protection, c'est d'arriver un matin et de voir du personnel en train de confectionner des surblouses avec des sacs poubelles, quoi. Le truc surréaliste. Mais c'était la situation dans laquelle on était. C'est vrai. Et on a du mal à s'en souvenir, mais effectivement, on a été sans masque, sans protection, et pendant un mois et demi, ça a été plus ou moins la guerre pour trouver les moyens de protéger nos résidents qui ont souffert, les familles ont souffert. Il y a eu, comme dans beaucoup d'EHPAD, même si on a moins souffert que les EHPAD privés, notamment, ou d'autres EHPAD, parce qu'on a des moyens médicaux, parce que c'est des EHPAD publics, parce qu'on se bat pour accueillir dans les meilleures conditions nos résidents. Malgré tout, il y a eu beaucoup de décès. J'ai une pensée particulière pour les agents, mais aussi pour les familles qui, malheureusement, parfois ont dû faire le deuil d'un membre de la famille dans des conditions extrêmement difficiles, puisque on ne pouvait pas faire les cérémonies comme on le souhaitait dans cette première période de confinement. C'est ça qui est aussi difficile, Magali, c'est d'accompagner ce deuil ? Oui. La première difficulté, ça a été la séparation entre les résidents et leurs familles, puisque très vite, on nous a demandé, par mesure de précaution et mesure barrière, donc tout le monde connaît bien, de se confiner et de se retrancher en fait à l'intérieur du bâtiment en demandant aux familles d'arrêter de venir voir leurs parents, puisque tous les contacts étaient le plus possible évités, puisqu'on savait que c'était par ces contacts qu'on pouvait propager donc, le virus à l'intérieur de l'EHPAD. Donc cette séparation d'abord brutale entre les résidents et leurs familles a été très dure à vivre et toujours très dure à vivre, parce que je dois dire qu'aujourd'hui, même si on a mis en place des modes de visite encadrés sur rendez-vous avec beaucoup de précautions barrières, il n'empêche que les familles et les résidents ne peuvent pas se voir aussi librement et aussi souvent qu'ils le souhaiteraient. Voilà, donc c'est toujours effectivement un déchirement de devoir séparer des personnes qui, de plus, savent que voilà, ce sont des personnes très, très âgées, qui ne savent pas si elles vont vivre encore très longtemps et qui n'ont qu'une envie, c'est d'être avec leurs enfants. Ensuite, effectivement, la première vague a été très marquée par les décès, hein, c'est vrai qu'il faut le rappeler. Des décès qui se sont multipliés particulièrement fin mars et début avril, avec l'impossibilité de mener des obsèques de façon digne et complète, puisque à nouveau les mesures barrières, l'impossibilité de réunir les gens faisait que ces obsèques se faisaient en petit comité et de façon effectivement assez triste pour tout le monde. Ce qui est effectivement quelque chose de très difficile à traverser à la fois pour les familles et pour, j'imagine, les soignants. C'est difficile à traverser, effectivement. C'est pour tout le monde. C'est vraiment une période, je pense, épouvantable. Là, je dirais qu'on a tendance à se dire qu'on en sort un petit peu, puisqu'on est arrivé à cette fin d'année où on a peut-être un peu plus de maîtrise de ce qui s'est passé. Mais je pense que ça restera gravé dans la mémoire de beaucoup de personnes et voilà, avec une année 2020 qui fut terrible. Terrible, mais qui a montré en fait à quel point justement que ce soit les salariés de l'EHPAD ou les familles, ce moment a aussi été important en termes de solidarité. Je voudrais justement qu'on les écoute. Le premier confinement n'a pas été simple pour nous, c'était l'inconnu. Et petit à petit, nous avons pris nos marques, nous avons été bien encadrés par l'équipe des médecins et des cadres. Et petit à petit, ça a été de mieux en mieux. J'ai trouvé le personnel aux petits soins, très très attentif, mais malheureusement, le personnel manque. Ce qu'on tient à dire aux gens qui ne sont pas du tout du milieu, c'est que c'est pas simple, même pour nous qui sommes soignants, ça a été difficile, et ça l'est encore. Et c'est très important pour nous qu'on nous écoute et qu'on se rende compte un petit peu de la charge de travail que nous avons tous les jours.
et que nous effectuons avec grand plaisir, mais de l'écoute, de la compréhension, c'est très important. J'ai trouvé que les bénévoles étaient des gens formidables qui venaient aider pour se rendre compte quelquefois des problèmes posés dans les EHPAD. Un grand merci aux bénévoles qui sont venus nous aider. Nous avons fait de belles rencontres avec de belles personnes et ça nous a fait chaud au cœur. Jean-Philippe Gautret, on voit la solidarité, la nécessité justement de faire corps face à un moment comme celui-là. C'est aussi, ça a été un moyen pour les Fontenaisiens, les Fontenaisiennes, mais a priori pour tous les Français, de se dire que ça pouvait être en fait une issue à la crise. Mais on voit bien que les lacunes du gouvernement, les services publics ont quand même été réduits à portion congrue pendant un moment. Enfin, vous avez signé un appel justement sur cette question en fait des EHPAD. À quel point ce qui s'est passé avec nos aînés raconte la société dans laquelle on est ? Le titre de la tribune, c'était les EHPAD, un scandale d'État. Je suis revenu tout à l'heure sur la période du premier mois et demi qui était surréaliste. Je pense que cette crise, elle a d'un seul coup montré comment notre pays, la 6e puissance du monde, ne prenait pas à bras-le-corps la question de ses aînés. Et une société qui n'accompagne pas dignement ses aînés, par des moyens, n'est pas une société, en tout cas la société que moi je porte de mes voeux. Il manque un problème d'humanité. Un problème d'humanité, mais c'est avant tout comment, de manière bienveillante, on accompagne nos retraités, nos personnes âgées dépendantes vers la fin de vie, parce que c'est ça dont il s'agit. Ça nécessite des moyens, et notamment des moyens humains. La dépendance dans la dernière décennie a augmenté de manière extrêmement importante. On a une moyenne d'âge de 82, 83, 84 ans. On passe en moyenne 2 ans à 2 ans et demi dans le meilleur des cas dans les EHPAD. Et donc ça nécessite des moyens en soins, des moyens en personnel d'accompagnement, pas forcément soignants, mais pour accompagner aux toilettes, pour accompagner à manger. Bref, ça nécessite des moyens humains. Il manque aujourd'hui des moyens humains, très clairement. Et encore plus pendant la crise. Et on a aujourd'hui un état de fatigue du personnel extrêmement fort. Et donc, ça nécessite pas un Ségur, pas un Grenelle, comme ça a été évoqué, mais ça nécessite d'investir massivement dans son service public. C'est ce que nous faisons à Fontenay. C'est ce que je fais comme président de la maison de retraite intercommunale, dont Magali Rinaud est directrice adjointe. Et par ce prix, on voulait simplement dire merci à tous ces personnels qui ont donné corps et âme pour faire en sorte d'accueillir de la manière la plus digne possible les résidents fontenaisiens, vincénois, saint-mandéens ou encore montreuillois, parce que c'est ça dont il s'agit. Magali Rinaud, il y a une vraie différence aussi entre la prise en charge en EHPAD public et en EHPAD privé. On sait qu'il y a eu des scandales dans la prise en charge de dans certains établissements qui a été pointé dans la presse. Est-ce que vous diriez que c'est aussi ça, ce qu'il va falloir mettre en place, faire en sorte que cette dignité soit au cœur et que du coup on mette les moyens et qu'on ne fasse pas de profit sur ces établissements ? Moi, je n'ai pas envie de faire de polémique et de scission entre secteur public et secteur privé, parce que je pense qu'on des collègues dans le secteur privé commercial font de très belles choses aussi. Donc voilà, c'est pas, de toute façon, ce n'est pas ma position et ce n'est pas ma posture de faire ce type de polémique. Ce que je crois, c'est que la crise a mis en évidence effectivement que des établissements comme la maison de retraite de Fontenay-sous-Bois existaient. Essayer de faire au mieux avec les moyens dont nous disposons, qui sont des moyens insuffisants, ça c'est absolument indéniable. Donc cette crise a mis ça en exergue et c'est quelque part une bonne chose puisque nous sommes un peu sortis de l'ombre pour que l'ensemble de la société redécouvre ce qu'est un EHPAD et quelle est sa vocation. Maintenant, il faut espérer aussi que le soufflet ne va pas se dégonfler. Ouais. Et que dans les années qui viennent, on n'oubliera pas aussi vite
voilà, l'existence de ces établissements qui sont indispensables parce que le tout domiciliaire ne suffira pas face au vieillissement et face à la dépendance. Le maintien au domicile est une très belle solution, mais qui ne peut pas fonctionner absolument pour tout le monde. Donc les EHPAD ont leur vocation, ont leur utilité et doivent, pour pouvoir fonctionner correctement, avoir les moyens suffisants. Un élément intéressant, c'est que, ça a été dit tout à l'heure avec les bénévoles, c'est que les établissements ont été obligés de s'ouvrir. Peut-être au même titre que les hôpitaux, il va falloir mieux travailler la dynamique d'acteurs sur un territoire, entre les établissements et les acteurs de la ville, voire les autres acteurs des territoires. Et je crois qu'il y a des éléments extrêmement intéressants. Par contre, il va falloir se battre pour avoir les moyens de pouvoir prendre en charge tel qu'il se doit, puisque quand même, on finit l'année avec une avance de trésorerie que le département a bien voulu nous avancer, mais l'État nous impose de la rembourser très vite. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir le faire, puisque le système de financement des EHPAD comme celui des hôpitaux, en partie se fait à l'activité. Or, avec un taux d'occupation plus faible lié à la crise, nous avons des ressources moins importantes. Donc c'est un vrai sujet de fond. Il faudra des réformes, mais avec l'ambition, le vrai projet d'accompagner au mieux dans la dignité nos résidents. Ce que j'entends effectivement, on se souvient tous qu'on s'était dit les mêmes choses lors de la canicule de 2003 et qu'on a finalement fini par oublier. On va vous remercier, Magali, on va vous dire bravo pour vous, au nom de toutes vos équipes, et à très bientôt. Merci, merci. À bientôt. Alors ce deuxième prix, l'équipe de la ville a décidé de le remettre à Samou Soumaoro. Samou a 28 ans, il travaille à la ludothèque de la ville de Fontenay. Samou est en situation de handicap, mais il pratique le basket fauteuil, un sport absolument incroyable. Il est par ailleurs membre du collectif solidaire qui accompagne les personnes en situation de handicap. Et bien entendu, donc, il va nous raconter, Samou, comment il a participé à la création de cette section basket fauteuil à Fontenay. Bravo, Samou. Merci. Mais incroyable. Ouais, effectivement. Bah ouais, parce qu'alors, pour le coup, on va découvrir des images de basket fauteuil, mais alors c'est là que je me dis que moi, je serais incapable de faire du basket fauteuil, parce que c'est quand même hyper physique. Moi, j'ai déjà essayé. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est physique. Et c'est vrai que c'est physique. Alors, pourquoi cette section handi-basket, Samou ? Parce que quand on est une personne en situation de handicap, c'est plus compliqué de faire du sport parce qu'il y a moins d'infrastructures adaptées, il y a moins de possibilités et on a aussi besoin de retrouver des personnes qui savent ce qu'on vit, alors qui ne le vivent pas forcément, mais qui savent ce qu'on vit. Et moi qui ai toujours été fontenaisien, j'ai toujours voulu faire du sport à Fontenay et c'est un énorme plaisir aujourd'hui de pouvoir me dire qu'il y a une section à Fontenay, de pouvoir faire du sport à Fontenay. Alors, on va justement découvrir quelques images. On regarde. Je m'appelle Samou, j'ai 28 ans. Je suis ludothécaire au sein de la ville de Fontenay-sous-Bois à la ludothèque du Bois-Cadet. Et je suis une personne en situation de handicap et je pratique du basket fauteuil au sein de la nouvelle section du basket fauteuil à Fontenay-sous-Bois. Alors moi je me suis retrouvé handicapé, c'est le terme, à 21 ans. J'étais donc jeune et j'ai donc passé pas mal de temps en centre de rééducation. Et c'est là-bas que j'ai appris à refaire du sport, entre autres. Et parmi les sports qui m'ont beaucoup plu, il y a eu le basket fauteuil, parce que c'est un sport de ballon, c'est un sport très dynamique. Et puis il y a ce lien aussi, c'est un jeu d'équipe, donc il y a ce lien aussi avec les partenaires, les coéquipiers. Lorsque je suis sorti, j'ai voulu faire du basket fauteuil à Fontenay. Malheureusement, il n'y avait pas de club à Fontenay. Donc j'ai dû me diriger vers une autre ville. Mais l'idée a mûri dans ma tête. En parallèle, s'est constitué le collectif solidaire. C'est l'association dont je suis membre depuis 2014, qui a été créée par Marion Valabri, une amie d'enfance, qui a créé ce collectif pour venir en aide aux personnes en situation de handicap par rapport à leurs projets, à leurs envies, à leurs besoins. Et aussi pour sensibiliser le public en général au thème du handicap. Parce qu'on pense que pour avancer vers une société plus inclusive, il faut qu'il y ait de la discussion, il faut qu'il y ait cet échange. Du coup, pour le financement, on a dû passer par des appels à projets, on a dû monter quelques dossiers.
Et on a eu la chance d'avoir aussi une municipalité qui était partante pour nous accompagner dans ce projet. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin nos fauteuils et on a pu commencer le début de la section le 12 septembre. Donc c'est tous les samedis de 17h à 19h et avec nos fauteuils flambant neufs. Nous, ce qu'on a préféré, c'est faire une section où tout le monde a sa place, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap qui veulent pratiquer un sport, les personnes valides qui veulent découvrir un autre sport, parce que c'est du basket, mais il y a quand même quelques différences, parce que sur un terrain de basket fauteuil, on a tous nos différences, mais il y a de la place pour tout le monde. Je vous disais que ça avait l'air physique, mais en fait c'est extrêmement physique. Avec le temps, on s'y habitue. Ouais, donc ça veut dire que dans cette section, il y a quoi? Il y a des valides, il y a des personnes en situation de handicap, c'est ça? C'est ça. Le but, c'est pas de créer, d'être à part. On parle d'inclusivité, donc c'est pour qu'on soit ensemble. Être inclusif pour tous. C'est ça. Donc il y a des personnes en situation de handicap, des personnes qui ne le sont pas du tout. Et c'est parfait parce que ça permet à tout le monde de se retrouver et de partager un moment ensemble. Et pourquoi c'était important pour vous, avec le collectif solidaire, de créer cette section à Fontenay? Alors déjà parce que le collectif solidaire a vu le jour à Fontenay. On est tous fontenaisiens, parfois depuis plusieurs décennies. Et c'est une ville qu'on aime et quand on fait des actions, c'est parce qu'on a envie de les faire à Fontenay, avec les Fontenaisiens, pour les Fontenaisiens. Quand on est de Fontenay, on est à Fontenay, on vit à Fontenay, on meurt à Fontenay, c'est ça? C'est pas un clan non plus, mais disons que c'est une belle ville et qu'on a envie de le lui rendre. Ouais. Et puis ça s'est fait petit à petit en discutant, en prenant contact avec le BCF aussi, qui nous a contactés, qui nous a dit le Basket Club de Fontenay, donc. C'est ça, et voilà. Qui avait envie que c'était un projet qu'il avait aussi envie de mener. Et ça s'est fait de fil en aiguille. Et en quoi c'est important cette dimension d'inclusion des personnes en situation de handicap, ce que vous portez avec le collectif solidaire? Parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre de laisser certaines personnes de côté. C'était pas possible hier. Aujourd'hui, avec le Covid, on voit que c'est toujours pas possible aujourd'hui. Et quand on est en situation de handicap, on se refuse plein de choses et on en vient à être un peu, c'est bête, mais mis de côté, vraiment. Et on n'a pas envie de ça. Quand on a un proche en situation de handicap, on n'a pas envie de ça. Et on a des choses à apporter. C'est pas parce qu'il nous manque un bras, qu'on a telle maladie ou qu'on a toujours quelque chose à apporter, quelque chose à dire. Et on peut faire de cette différence une force. Et donc c'est primordial de s'en souvenir. Et le sport, c'est aussi un formidable moyen de le prouver. Bien sûr. Et Jean-Philippe Gautret, raison pour laquelle, de fait, la municipalité accompagne aussi ce collectif, cette dimension d'inclusion des personnes en situation de handicap, elle est fondamentale. D'abord, c'est l'engagement de jeunes, collectivement, sur un projet d'inclusion. Ensuite, c'est l'aboutissement d'un de nos engagements de 2014, qui était de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le mouvement sportif. Il y avait des actions qui ont été mises en place via notamment notre mission handicap et la proposition du collectif solidaire en partenariat avec le mouvement sportif venait compléter ce dispositif d'inclusivité qui n'est pas simple. On en parle beaucoup, le gouvernement en parle beaucoup, mais ça demande des moyens, ça demande de l'accompagnement, on en revient aussi à de l'accompagnement, et puis leur énergie, elle est assez époustouflante. On vient d'écouter Samou, c'est assez émouvant parce qu'il parle de la vie de tous les jours. En plus, c'est un voisin, donc voilà. Non, mais c'est ça Fontenay aussi, pour revenir à ce qu'il disait, c'est avoir la capacité de vivre comme on le souhaite sur notre territoire et que chacun ait sa place. Et ce que vient d'évoquer Samou avec le collectif solidaire, c'est un peu ce qu'on a aussi vécu pendant le Covid. Et voilà, je trouvais que c'était bien de le mettre en avant parce que c'est une initiative extrêmement importante. Et puis c'est du sport. Et j'invite tout le monde à faire du fauteuil basket parce que je serais bien incapable, je crois. Ça fait travailler les abdos. Et Samou, comment vous en parlez justement de cette activité sportive aux jeunes gens que vous accompagnez à la ludothèque? Alors déjà, le principal argument qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est super ludique. Si on met en avant le côté handicap, le côté fauteuil roulant, etc., ça peut repousser, alors que pas du tout. Ce sport-là, il est
on ne fait que rigoler du début à la fin parce qu'on prend la balle, on essaie de la mettre dans le panier et puis on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser nos jambes, donc on est en fauteuil. Donc il faut constamment réfléchir à comment on va un peu détourner et trouver une solution. Et on ne ressent pas la fatigue. Ouais. Honnêtement, hein, on joue pendant 2 heures, on est fatigué, mais on est fatigué après. Alors, vous avez souhaité que ce prix vous soit remis collectivement, avec le collectif solidaire. Alors justement, certains d'entre eux vont nous rejoindre. Je vous en prie. Mesdemoiselles, vous êtes 3, 4 du coup de ce collectif. C'est ça. Allez, mettez-vous derrière Samou. Tu peux rester je reste. Ok. Pardon, parfait. Alors Samou, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe de Solidaire? Alors on a Célène Diakité, juste là, qui est la présidente du collectif Solidaire. C'est la présidente. Donc, c'est la boss. C'est aussi la grande sœur. On peut compter sur elle. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mareva, qui est la trésorière et qui a aussi créé l'association. C'est elle qui l'a créée en 2014. Donc j'ai envie de dire que tout est parti de Mareva et je le remercie encore. Et Oreda, qui est la secrétaire générale de l'association et qui est une amie d'enfance. Et ça nous permet, comme le disait Jean-Philippe, on est une famille, enfin on est pratiquement une famille, ouais. On a vécu ensemble. Du coup, le symbole aussi là-dedans de vous remettre ce prix en collectif, c'est de bien démontrer que voilà, la question de l'inclusion, la question des personnes en situation de handicap, c'est pas juste une histoire qui ne concerne que les concernés, mais bien nous tous collectivement. Oui, ça c'est pour ça qu'on fait tout ça. Alors qui le prend? Allez. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Merci. Bravo pour votre engagement. Merci, bravo. Merci. Et puis rendez-vous à un match de basket fauteuil. Hein. Bon, on vous attend. Merci à tous les 4 et bravo encore à vous. Alors pour le 3e prix de la ville, vous avez souhaité récompenser Brigitte Guérard, qui est directrice municipale de la santé. Au nom de tous les agents et de la direction de la santé, vous avez 2 centres de santé à Fontenay et de tout le service public local qui ont donc été en première ligne sur cette crise. Malheureusement, Brigitte ne peut pas être avec nous, mais vous lui avez déjà remis son prix. On regarde. Je me trouve dans l'un des 2 centres de santé que la ville de Fontenay gère, le centre Roger Salingro, en compagnie de Brigitte Guérard, directrice du service de la santé, qui ont œuvré particulièrement pendant les 2 périodes de confinement, mais pendant toute cette année 2020, où on a connu cette crise sanitaire qui n'en finit pas et qui, je l'espère, va se calmer en 2021. Je suis venu remettre l'un des 5 prix que je remets chaque année à des acteurs de la vie culturelle, associative, sportive, de la solidarité. Et cette année, l'un des 5 prix, j'ai décidé de le remettre à nos fonctionnaires et particulièrement à la direction de la santé pour toute l'équipe qui a œuvré pour faire en sorte de répondre au mieux à la crise, aux protections en mars. On était à la recherche de protection pour les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens. Il a fallu s'adapter. Et donc, chère Brigitte, je vous remets une œuvre d'un artiste de la fonderie qui vient féliciter votre engagement. Je vous le remets à vous, mais c'est pour tous les fonctionnaires qui œuvrent au quotidien pour faire en sorte de répondre au mieux à la crise sanitaire, mais au quotidien, répondre à l'accès à la santé des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. Merci, monsieur le maire. Je suis très fière et très honorée de recevoir ce prix que je dédie à l'ensemble de mes collègues des agents municipaux de la ville et tout particulièrement aux agents du service de la santé, que ce soit les agents d'accueil, les agents d'entretien, les médecins, les kinés, les dentistes, les infirmières, les agents administratifs, qui œuvrent quotidiennement à offrir un service de santé de qualité. Un fait marquant, on s'est beaucoup rencontrés, mais au mois de mars, vous devez avoir des images plein la tête, parce qu'une crise, c'est dur, mais c'est aussi des moments de solidarité. Oui, effectivement, quand cette crise est apparue, nous sommes tous, il y a eu beaucoup de stress à gérer au niveau du personnel, au niveau des patients, une réorganisation totale du service des 2 centres de santé. Tout le monde s'est légué pour essayer de faire face
nous avions beaucoup de patients très inquiets. Et donc, effectivement, nous avons manqué de protection pour les personnels, pour les patients. Ça a été une période très difficile. Mais évidemment, l'ensemble des équipes ont œuvré pour que tout se passe pour le mieux. Et j'en suis très fière. Mais du coup, vous vous êtes adapté aussi? Oui, il a fallu. Développement de la téléconsultation. Oui, d'emblée, en 24 heures. D'ailleurs, je remercie même les services municipaux support, que ce soit les ateliers qui tout de suite ont conçu des plexis pour protéger les agents, qui ont mis de la téléconsultation, le service informatique. En 24 heures, nous avons pu faire fonctionner la téléconsultation. Et j'en passe, je vais certainement l'oublier, le service des fêtes a organisé les déplacements dans le centre. Donc voilà, c'est tout ce travail, cette richesse encore aujourd'hui du service public. Et c'est aussi les plus de 250 agents volontaires qui ont, sur plein de missions, accepté de s'engager pour répondre aux besoins des Fontenaisiennes et Fontenaisiens. Ça vous a rapproché des acteurs libéraux du territoire? Ça aussi, on va dire que c'est le point positif souvent de cette crise. Nous avons renforcé et tissé des liens avec des acteurs de santé de la ville, notamment les pharmaciens, les laboratoires, les médecins, les infirmières libérales. Et je souhaite vraiment que, après cette phase de crise, nous puissions conserver et développer ce partenariat. Mais du coup, après cette année si spéciale, qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter pour 2021? Alors, j'espère qu'avec la vaccination massive, nous puissions retrouver une activité, de la convivialité plutôt, autour d'activités sportives et culturelles, et que nous puissions retrouver tous les plaisirs qui nous ont quittés et qui nous sont chers. Du vivre ensemble, du lien social, en plus de la solidarité. Un très grand merci à vous et à tous les fonctionnaires qui, au quotidien, à Fontenay-sous-Bois particulièrement, s'engagent pour répondre aux besoins des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. Merci. Si vous me permettez, monsieur le maire, je souhaiterais ajouter à ce moment des personnes avec qui nous avons travaillé, nous avons piloté toutes les quatre. Il s'agit de madame Gaudin, le docteur Amos et madame Diaz. Nous sommes restés soudés pour pouvoir mener à bien cette période. Merci à vous. Je vous souhaite à tous quand même, puisque la période, de très belles fêtes de fin d'année et surtout une très très belle année 2021, en espérant ne pas nous retrouver ici l'année prochaine. En tout cas pas masqué. On voit à quel point c'est important d'avoir un centre de santé sur son territoire, notamment pour les gens les plus éloignés en fait, de ces questions sanitaires. Pour autant, il y a cette vaccination qui est censée arriver. Comment ça va s'articuler sur un territoire comme Fontenay-sous-Bois? Eh bien, grâce à notre direction de la santé notamment, nous avons d'ores et déjà mis en place toute la logistique pour organiser un centre de vaccination avant la fin du mois de janvier. C'est-à-dire que là, vous êtes prêts? On est prêts, logistiquement. On est prêt avec le personnel, on est en lien par exemple avec un IFSI, on est en lien avec les médecins du territoire, avec les pharmaciens, pour faire en sorte de mettre en place cette grande campagne de vaccination si les vaccins arrivent. Ça, si les vaccins arrivent, vous êtes prêts. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'aller justement au plus près des Fontenaisiens, des Fontenaisiennes pour les pousser à la vaccination? C'est les sensibiliser à la vaccination et puis surtout avoir un centre de test qui puisse vacciner massivement, de telle manière à pouvoir lutter efficacement contre ce virus, essayer de s'en sortir. Malheureusement, après l'épisode des masques, après l'épisode des tests, nous avions un centre de test, nous avons toujours des centres de test. Il y a besoin, à l'orée de la continuité de cette crise sanitaire, nous pouvons encore tester les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens, mais nous pourrons au mois de janvier faire vacciner les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens dès que nous aurons reçu les premiers vaccins. Donc dans la continuité de 2020-2021, ce sera aussi comment prendre en charge les lacunes parfois de ce gouvernement. Exactement. Je le disais, on est aussi à la salle Jacques Brel. La culture est extrêmement importante, au-delà même de cette crise sanitaire ici dans la ville. Et vous avez souhaité, avec l'équipe municipale, récompenser une Fontenaisienne de grande valeur. Élodie Menant est comédienne, chanteuse, metteur en scène, autrice française. Elle a reçu le Molière de la révélation théâtrale pour son spectacle musical « Est-ce que j'ai une gueule ?» d'Arletty. Et elle a par ailleurs, et on leur remercie, prêté sa voix à la vidéo des vœux de la municipalité qu'on a vue en début d'émission. Élodie, bonjour.
Et ben voilà. C'est beau, non? C'est magnifique. Hein. Bravo. Bravo à vous. Merci beaucoup. C'est bien, j'adore le bois. C'est pour ça que j'aime aussi Fontenay. Parce que j'aime, il y a la nature, il y a le bois, il y a la tranquillité. C'est parfait. Installez ça ici. Alors justement, Élodie, vous avez décidé de vous installer ici à Fontenay il y a quelques années. C'est vraiment le bois qui vous a attiré là, le bois de Vincennes? En partie parce que je suis sportive et qu'il me faut cette bulle d'aération et de respiration et de pouvoir être avec la verdure et d'aller courir. Ouais. Et puis un ami m'avait dit « Ah, j'ai acheté un petit appartement là-bas, c'est génial, viens voir ». Je suis allée voir et je me suis dit « Mais il faut que je vienne ici ». Voilà, mais c'est la ville idéale. C'est la ville idéale. C'est ce que nous disait Samuel tout à l'heure. Oui, non, mais Fontenay, quand on arrive à Fontenay, on reste fontenaisien à vie. C'est ça, non mais c'est étonnant parce qu'on pourrait vraiment se dire « Oh là là, ils font exprès de dire ça parce qu'ils sont à Fontenay, donc il faut donner la bonne image », mais je le pense tellement sincèrement. J'aime vivre ici, il y a une tranquillité de vie, c'est beau, les petites maisons, il n'y a pas des grands immeubles, enfin c'est plus Paris où on a où l'horizon n'existe plus et moi j'ai besoin d'un horizon. Et en ce moment j'en ai pas beaucoup, ce qui est très perturbant d'ailleurs. Justement, vous avez donc reçu ce Molière et bravo pour ce spectacle théâtral. Alors qu'est-ce que ça fait d'être récompensé dans une année comme 2020 pour un spectacle vivant? On sait à quel point la crise que l'on traverse, elle a impacté en fait, notamment le théâtre. Ah bah le théâtre est mort d'ailleurs. 2020, l'année de la mort du théâtre. Non, c'est une récompense qui fait vraiment plaisir. Plaisir parce que c'est comme une reconnaissance de tout le travail que j'ai pu fournir et de l'investissement que j'ai mis en créant ma compagnie, en faisant en sorte d'être à l'origine de mes spectacles, de les écrire, de prendre le risque d'investir mon argent personnel, de vouloir faire les choses vraiment professionnellement et de ne pas dépendre d'autres producteurs. Alors aujourd'hui, maintenant, je travaille avec des coproductions et ça me fait un bien fou. Mais au début, je portais vraiment tout toute seule à gérer des équipes de 25 personnes. Et donc, j'ai souvent cru flancher et ne pas atteindre mon objectif et perdre tout l'argent que j'ai pu mettre. Et au final, ça a marché. J'ai connu plusieurs succès avec plusieurs spectacles. Et celui-ci, c'est en effet la récompense. Et ce qui me touche le plus, c'est que certes, ça me récompense moi en tant que comédienne, mais ça récompense toute l'équipe avec le Molière du spectacle musical. C'est un vrai travail collectif. J'aime la dimension collective. Alors, on va justement vous proposer de revenir un petit peu sur ces images. Souvenez-vous, c'était les Molières, c'était il n'y a pas très longtemps. Élodie Menant. On peut prendre 10 minutes, revenir et parler après ou ou vous essayez à chaud, vous voyez, on verra. Merci. Bon, je voulais devenir astrophysicienne, finalement je suis devenue comédienne, comme quoi ça mène à tout. Hein. Et il y a eu mon premier spectacle qui a été un peu compliqué à porter, et puis le deuxième qui a été La Peur de Stefan Zweig. Et quand je dédicaçais l'adaptation de La Peur que j'avais écrite, j'aimais beaucoup écrire « Dépasser la peur, c'est devenir libre ». Et je crois que cette phrase résonne beaucoup aujourd'hui. Et je crois que je préfère vivre avec des risques que survivre dans un monde aseptisé et apeuré. Donc je vous encourage à retourner au théâtre. J'aime la vie et j'aime le spectacle pour l'esprit d'équipe, pour le partage, pour les sourires, pour la chaleur humaine. Et j'aime cette équipe d'Arletty. Alors si vous voulez nous rejoindre, partager notre joie de vivre, vous êtes les bienvenus. Merci. Et ça, c'est noté. Bravo. Bravo et merci. Bonsoir Élodie Menant. Bonsoir. Menant, hein. Attention. Vous pouvez nous apprendre à faire l'accent titi parisien? Oh, alors là, je sais pas si je peux vous l'apprendre, je peux vous le faire. C'est déjà pas mal. C'est quoi la prochaine étape après la révélation? Je sais pas, meilleure actrice. En réalité, c'est surtout de créer des spectacles. Merci et bravo. Merci à vous. Ça vous fait quoi de revoir ces images? À chaque fois, ça m'émeut. C'est vrai que ça...
Ouais, ça me touche. J'adore mon Molière. Il est tellement beau, la pièce est tellement belle. Non, ça fait plaisir. Et puis malheureusement, ce que je dis, c'est toujours d'actualité. Et je pense vraiment que je veux vivre libre et que j'en ai marre de vivre dans la peur et que pour moi, vivre n'est pas être dans la peur. C'est pour ça qu'il est urgent de sortir de tout ça ? Oui, qu'il est urgent de sortir de ça. Et surtout, je ne comprends plus toutes les mesures qui sont prises. Benoît Solès, je voyais une interview de lui, le comédien qui joue dans La Machine de Turing, disait autant le premier confinement, on a tous été dans le même panier, on était tous confinés chez soi et on ne sentait pas d'injustice. Et aujourd'hui, on ne fait que sentir cette injustice terrible de pourquoi les salles de théâtre sont fermées, pourquoi les cinémas sont fermés, pourquoi même les salles de sport sont fermées. Tout ce qui est, et les restaurateurs, c'est terrible aussi, mais tout ce qui crée de la vie sociale, un lien social, un besoin de faire de l'activité sportive physique pour justement être dans une santé, être ensemble et être dans une santé mentale et physique. Aujourd'hui, on nous parle d'un virus et on ne parle jamais du terrain, de qu'est-ce qu'on peut changer en soi pour faire en sorte d'avoir un système immunitaire plus performant. Et le système immunitaire, il dépend du sport, de l'activité physique, de sa santé physique et de la santé mentale. Et la santé mentale, ça passe par la culture, par l'émerveillement, le fait d'avoir envie d'apprendre, de pouvoir aller dans une salle de théâtre, au musée ou n'importe où ailleurs, et d'être avec sa famille, avec les amis, de partager, de discuter, de rire. C'est ça la vie. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. On nous enlève tout et on se rend compte qu'on mange des antidépresseurs à n'en plus finir et que les Français, il y a 20% des Français qui sont en pleine dépression. C'est aussi ça l'enjeu, Jean-Philippe Gautret, c'est un soutien en fait à la culture et par là même en fait retrouver ce qui fait commun en fait pour la société. Complètement, c'est complètement ce que nous on porte dans cette ville. On a commencé en 2020, malgré la crise Covid, juste à côté d'ici. Le lancement du théâtre. Les travaux ont démarré. Dans 2 ans, on aura un vrai théâtre ici. On va continuer d'accompagner le développement du théâtre vivant. Et puis, par ailleurs, je partage complètement, j'ai dit en début d'émission que j'avais des vœux de fraternité pour retrouver du lien social. Je crois que, évidemment, la culture en fait partie. On a besoin de culture, on a besoin d'émerveillement, on a besoin de lien social. Et Fontenay est complètement partie prenante dans la coproduction, dans l'accompagnement, dans le soutien des artistes. Dans le soutien des artistes, parce qu'on en a besoin, parce qu'une société, pour qu'elle fasse sens, il faut évidemment énormément de culture. C'est essentiel, pour ne pas faire de jeu de mots avec ce qu'on a dit de non essentiel en cette fin d'année 2020. On va espérer que, notamment le gouvernement, va penser que la culture, c'est évidemment essentiel pour notre santé à toutes et tous et pour vivre ensemble comme on le souhaite particulièrement dans cette ville. Je rappelle justement qu'en termes de soutien, vous avez payé tous les artistes, tous les même déprogrammés. Tous les coups plateaux, même les artistes déprogrammés. C'est notre participation à l'effort collectif. Et là encore, nous prenons notre part de telle manière à ce que la culture reparte. Parce que non, le théâtre n'est pas mort, non, la culture n'est pas morte. Et on va faire en sorte que ça reparte au plus vite. L'énergie que Élodie met ce soir montre bien qu'il faut qu'on poursuive, on a besoin d'émotions. Et le théâtre et la culture, de manière générale, en fait partie. Et on a énormément de besoin de vivre. C'est ce qu'on vous souhaite, Élodie, pour 2021, la reprise, la curiosité, le fait de vous voir sur scène, alors. À Avignon, ailleurs, à Fontenay. Avignon, ailleurs, en tournée. Normalement, on est en tournée avec le spectacle. Là, on voit les dates s'annuler les unes après les autres. Donc, j'espère que celles de mars, avril, mai, juin pourront se produire. Et puis, oui, qu'on apporte du rêve aux gens, je vous assure. Moi, quand je vois des jeunes de 20 ans, mais même des 18 ans, des adolescents qui viennent voir notre spectacle et qui ressortent en me disant « Mais madame, votre spectacle, c'était génial, c'est mieux que le cinéma !» Et qui ont des étoiles, mais ils ont des étoiles dans les yeux, ils découvrent ce que c'est. C'est du réel qui est devant eux, ce sont des gens qu'ils peuvent voir, à qui ils peuvent venir parler à la fin et qui les ont fait voyager. On est les vecteurs d'un voyage, ça donne du rêve. Et ça, quand on voit comment la personne se sent transcendée par cette chose-là, il y a quelque chose de magique. Et de les voir me remercier ou de les voir pleurer, ou certains qui m'ont dit « Vous m'avez donné envie de vivre », sincèrement, il y a quoi de plus beau que d'entendre ça ? Et on nous coupe de ça. Moi, je peux pas. Et après, on va nous dire qu'on nous prend des risques à venir au théâtre alors qu'on regarde des émissions
parfois très mauvaise d'un point de vue intellectuel. Et il y a un public, je ne citerai rien, mais il y a un public, il y a des gens qui sont dans la salle, c'est la même configuration que dans un théâtre. Et pourquoi on accepte pour l'un et pas pour l'autre? Pourquoi les centres commerciaux sont bondés et nous, on n'a pas le droit d'être ensemble dans une salle de théâtre, alors qu'en plus, on a des distances entre nous et qu'on est les uns derrière les autres et qu'on ne se parle pas. Enfin, moi, je pourrais tenir des heures, hein, vous pouvez constater. Non, mais on sent la colère, mais vous avez raison. Mais c'est ce qu'on vous souhaite de toute façon, Élodie, de nous faire rêver pour 2021. Merci à vous. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites à Fontenay. Vraiment, non mais je vous assure, ça fait du bien de sentir qu'il y a ce soutien-là. Et merci pour la récompense. Merci beaucoup, Élodie, et à très bientôt. Merci beaucoup. Je prends mes lunettes. Alors, on est au dernier prix. Et le dernier prix de l'équipe municipale, c'est là aussi une personnalité illustre de la ville, puisqu'il s'agit de Casa. De son vrai nom, Anthony Casadi, qui est un rappeur fontenaisien. Il a 19 ans et alors Casa vient de recevoir un disque d'or, ça représente 50 000 ventes, pour son album Heartbreak Life. Il a grandi au Laris, c'est un enfant des Laris, c'est un enfant de la ville. Casa, oh la classe. Alors l'échange est quand même magnifique. Vous avez donc le trophée de la ville. Merci. Contre le disque d'or, ça, c'est à l'entrée de la mairie, ça. Casa, bienvenue, merci. Sublime. Attendez, mettez ça devant, hop. Allez, hop, on installe ça. Alors, magnifique. Bravo, félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça fait alors d'avoir un disque d'or comme ça, 50 000 ventes à 19 ans? Ça fait plaisir. Non, là, j'ai 20 ans maintenant. C'est mon anniversaire, là, il n'y a pas longtemps. Là. Alors, félicitations. Merci. 20 ans, c'est le plus bel âge. Ah bon? Peut-être. Comment vous vous êtes mis justement au rap? Alors, je le disais, vous avez grandi au Laris, vous êtes vraiment un enfant de Fontenay. Cette ville, elle représente quoi pour vous? C'est ici que vous avez démarré. C'est ma ville, c'est ici que j'ai grandi. Donc, c'est là que j'ai tout fait en vrai, que ce soit à l'école, tout. Et, depuis petit, je suis là. Donc, c'est sûr que ça m'a inspiré que ce soit pour la musique ou quoi. Mes amis sont ici, ma famille, elle est ici. Je connais que ici. Ouais, c'est pas dans votre objectif de quitter la ville du coup. Ah bah si, quand même. Ah bah. Non, quand même. Non, Casa, vous pouvez pas faire ça à la ville. Je vais pas mourir ici, Qu'est-ce qui vous a... vous avez donc, je le disais, grandi au Laris. Qu'est-ce qui vous... Cet esprit, par exemple, au Laris, les copains, etc., ça vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous reste de cette période-là? Il me reste tout en vrai, parce que en fait, j'ai pas vraiment changé mes habitudes. Je traîne toujours au même endroit avec les mêmes personnes, donc la ville, elle est toujours là. Après, des fois, je vais aller en vacances, tout ça, mais j'aurais toujours envie de revenir ici. Ouais. Et est-ce que le regard justement de vos copains d'enfance, de vos copines d'enfance, a changé sur vous? Parce que, disque d'or, quoi. Disque d'or. Ouais. Non, les copains d'enfance, non. Non. Les copines, peut-être, je sais pas. Les copines, peut-être. Qu'est-ce que ça... Enfin, avoir une personnalité comme Casa à Fontenay, ça veut dire quoi pour la ville, Jean-Philippe? J'ai un souvenir avec son frère Jason qui rappe aussi. Ils sont venus me voir il y a 2 ans à la mairie. Et j'ai le souvenir de quand je leur ai dit qu'on a grandi dans le bâtiment côte à côte. Au Laris, mais on a 20 ans d'écart. Ouais. Mes parents y habitent toujours d'ailleurs. Et la fierté que en fait quand on vient d'un quartier populaire, on peut réussir, on peut avoir des talents. Et quoi de plus beau que de mettre à l'honneur un jeune talent qui est en plein essor. Et quand il parle de succès, quand je regarde les réseaux sociaux, le succès il l'a et c'est tant mieux et ça permet de valoriser aussi d'autres jeunes qui ont envie d'explorer leur talent. On parlait, le rap c'est aussi ma culture, ma propre culture urbaine et c'est une fierté qu'elle soit aussi en avant aujourd'hui et il a 20 ans et il a toute la vie devant lui. Et premier vendeur, justement, le rap, la pop urbaine en France aujourd'hui. C'est la musique la plus consommée, le rap. Ouais. C'est bien, je trouve ça vraiment bien. En vrai, c'est normal un peu parce que tout le monde écoute. En fait, ça c'est grave ouvert, donc il y a différents types de rap. Il y en a, ça va être plus peut-être street, il y en a plus dans la mélodie, tout ça. Donc il y en a pour tout le monde en vrai. C'est la musique la plus large, je trouve. Donc voilà. Et est-ce que vous avez des petits qui vous croisent et qui vous disent ouais, ça y est, moi je veux faire comme toi Bah ouais, même s'ils me le disent pas forcément comme ça, je le vois déjà, tous les petits d'ici, il y en a, ils aiment bien, ils soutiennent, ils sont contents de me voir. Ça fait, parce que, en vrai, en fait, il y en a qui se rendent pas compte, mais parce qu'ils me voient tout le temps.
Mais quand je vais aller, je sais pas, dans une autre ville ou quoi, les petits vont me voir comme ça, ils vont dire mais c'est Casa là et tout. Donc je le vois un petit peu dans leurs yeux que je peux les inspirer. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas être une mauvaise influence. Ouais. Après, chacun faut rester a son clean, éducation, faut rester tout droit. Ouais. En tout cas, ouais. Après, c'est toujours mieux. Mais voilà. Non, mais vous vous rendez de compte pas que du coup, prendre vous êtes devenu potentiellement, à 20 ans, une source d'inspiration pour des gamins de quartiers populaires ou non d'ailleurs. Ouais. Bah ouais, je m'en rends compte un petit peu. Parce que moi, je sais que je m'inspirais. Les rappeurs, j'écoutais leurs paroles. Je dis, il a dit ça, il a cette voiture, il a ça. Ouais, bon, plus tard, je vais être comme ça et tout quand j'étais plus jeune. Donc je sais que ce que je peux dire ou faire, ça peut les inspirer. Et ça joue en vrai, parce que c'est quand tu as 13-14 ans que tu te forges un peu ton caractère, ta personnalité et tout. Et c'était qui justement, ceux qui vous inspiraient, vous? Moi, quand j'étais au collège, c'était Booba, tout ça. Ouais, c'est ça les premiers rappeurs que j'ai écoutés. Ouais. Et maintenant, c'est quoi vos projets? 2021, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Faut me souhaiter la santé déjà. Ça, c'est le principal. La santé, la réussite sur les projets, si je veux en sortir, sûrement. Vous allez en sortir? C'est que le début, là. 50 000. Ouais, c'est que le début. C'est que le début. Ouais, c'est que le début, c'est que le début. C'est que le début, mais ouais. Peut-être on verra. L'envie de refaire de la scène, peut-être? Ouais, déjà, faut me souhaiter que tout ça se finisse pour qu'on puisse commencer les concerts, parce qu'en vrai, j'en ai pas... mon seul concert, c'était vrai concert, c'était ici. À la salle Jacques Brel. À la salle Jacques Brel, ouais. Donc... qui est quand même le meilleur public de France, faut le dire, évidemment. Ouais, de loin. Mais la tournée, elle a été annulée à cause du Covid, donc j'espère qu'en 2021, je pourrai aller voir mon public partout et voilà. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ouais, merci c'est ce qu'on vous souhaite, de faire éclore aussi beaucoup d'autres talents comme ça dans la ville. Un autre souvenir de 2020 quand même, puisque avant le Covid, c'est les Vœux à la jeunesse où Casa était venu et a mis le feu à la salle Jacques Brel. Exactement. En quelque sorte. Et donc c'est pour ça que je parlais de la scène, parce que je sais que pour les artistes, c'est vrai aussi pour la musique. Un des derniers concerts que j'ai vu ici, c'était Ayo. Dans le cadre du Festival de Marne au mois d'octobre. Et c'est vrai qu'elle était très émue aussi de pouvoir refaire de la scène. Et on a hâte de pouvoir continuer à retourner voir des pièces de théâtre, mais aussi des concerts pour partager là encore. Merci Casa, merci beaucoup. Alors on vous souhaite justement de retrouver la scène en 2021 et pourquoi pas ici à l'espace Jacques Brel, de venir remettre le feu ici ou ailleurs. Merci à vous. Merci Jean-Philippe Gautret, merci. Peut-être un dernier mot pour cette année? De la fraternité, du lien social, j'espère ici ou ailleurs, mais en tout cas de la fête, du lien social, on en a bien besoin. Merci à vous. Merci. Faire revivre justement ce commun, faire revivre la fête, remettre de la solidarité, de la fraternité, ces valeurs qui nous ont permis de traverser cette année difficile et qui nous permettront bien entendu de continuer à avancer ensemble. Bien sûr, à l'année prochaine. Merci à tous, merci aux équipes techniques, merci aux services publics qui ont permis cette émission et à très bientôt.